néolithique, et moi je n'ai pas d'aversion sur le néolithique, mais pour moi c'est pas mon métier, c'est pas mon champ de connaissances, et surtout ce sont d'autres sociétés. Hein, il y a les sociétés de cueilleurs, collecteurs, prédateurs, celle du paléo-mésolithique, et après on passe sur une préhistoire post-glaciaire, récente, et là pour moi on change de société, ce sont des agro-pasteurs, agro-agriculteurs, etc., et des producteurs, fabricants de céramique, et qui se sédentarisent, et c'est une autre archéologie. C'est une autre préhistoire. Donc je voulais resserrer sur le paléolithique. Mais moi, je vais proposer à Éric Audinet plutôt un paléolithique de l'Europe. Parce qu'enfermer le paléolithique dans l'hexagone de ses frontières contemporaines, ça n'a pas tellement de sens pour un préhistorien paléolithicien. Et donc, en fait, on a trouvé un compromis. Donc, il m'a concédé le néolithique, je lui ai concédé une partie de l'Europe, et je lui ai dit, bon, allez, on va essayer d'écrire quelque chose sur le paléolithique de la France. Et puis, alors, c'est indiqué dans la première ligne, là, la première édition, et c'est toujours assez flatteur, a eu un succès assez intéressant, puisque le bouquin était assez vite épuisé. Et donc, récemment, Éric m'a proposé une édition, mais ce n'est pas juste une seconde édition. On a complètement refondu le livre, on a ajouté des chapitres, on a ajouté des pages, on a changé au moins la moitié de l'illustration, ou un gros tiers et demi. Donc voilà, c'est quand même, oui, c'est une autre production. Alors si vous avez raté la première édition, en fait, donc cet ouvrage est conçu de la manière suivante. C'est une grande fresque chronologique qui part de l'origine des peuplements en France, puisqu'on est en France, et qui va jusqu'à la fin, jusqu'au terme du Mésolithique inclus. Donc c'est cette notion qu'on commence à voir fleurir dans certains ouvrages de paléo-mésolithique. C'est un terme qu'on commence à voir sous la plume des anglo-saxons. On ne dit plus le paléolithique, on dit le paléo-mésolithique pour bien montrer qu'il y a là une espèce de super ensemble qui fédère un peu toute cette préhistoire des cueilleurs-collecteurs, chasseurs. Alors après, Éric avait une idée fixe, c'était que j'inclus dans mon manuscrit des récits très imagés, très vivants, qui collent évidemment à une réalité archéologique, mais des récits. Il fallait voir vivre ces populations très concrètement. Et donc, mais je dis, c'est pas mon métier. Moi, je suis préhistorien, je suis pas un romancier, je suis pas René Lenné pour faire des récits sur la préhistoire. Et puis finalement, je me suis un peu laissé tenter le temps d'un été. Et puis, en fait, j'ai choisi des sites hyper bien étudiés, à très haute résolution documentaire, Pincevent, Pêche-Merle, les chevaux ponctués, et d'autres qu'on va feuilleter ensemble. Et à partir de ces sites très bien documentés, je me suis dit, à partir de cette documentation fiable, on peut aller à un récit. Et là, je me suis laissé un peu aller à mes risques et périls, parce que le regard des collègues et de la profession sur ce genre de production est souvent assez distant. Par contre, le reste de l'ouvrage est constitué de... Voilà, c'est une forme de... Comment dire... D'ailleurs, c'est pas si facile que ça à réaliser, de rappel, de mise en situation, de contexte. On a beaucoup joué sur la cartographie. Vous allez voir, chaque chapitre s'ouvre par une carte sur laquelle on a beaucoup travaillé avec un collègue géographe qui s'appelle Teddy Holly, d'un laboratoire de Bordeaux. Et après, on a des encarts sur la géographie, l'environnement, le type humain, correspondant à ces grands chapitres. Donc les chapitres, ils sont ici indiqués par des séries de pastilles. Donc ça, c'est le premier, les premiers peuplements humains, l'Acheléen, Néandertal, les premiers hommes modernes de l'Aurignacien, le Gravétien. En bleu, c'est le Magdalénien, et ici, en bistre, c'est le Mésolithique. Ça, c'était la première édition. Et dans la deuxième édition, j'ai obtenu de mon cher éditeur de rajouter 2 chapitres qui étaient fondus dans la première version ensemble. Donc, en fait, on avait un méga chapitre qui était Gravétien solutréen, un méga chapitre qui était magdalénien paléofinal. Et donc, j'ai préféré, parce que pour moi, il y a une logique à les séparer,
Voilà, on a un petit peu redécoupé tout ça. Et puis, par rapport au contenu également, il y a ces encarts chronologiques, environnementaux, etc. Et puis, il y a des encarts thématiques où on aborde une question, je sais pas, les Magdaléniens et la mort, ou des questions, y a-t-il plus ancien que, de quand date ceci, cela, etc. Des petites questions très courtes. Voilà, et tout ça est donc réparti en 9 chapitres. Alors l'ouvrage commence par deux tableaux chronologiques pour évidemment planter le décor, pour s'y référer. Je ne vais pas vous décrire dans le détail chacune des diapositives, sinon le bouquin n'aura pratiquement plus aucun intérêt, mais je vais quand même vous donner quelques indications. Ça, c'est le premier tableau chronologique qui recoupe l'ensemble des temps les plus anciens. Les premiers peuplements, les temps de l'Acheléen et les temps contemporains de Néandertal. Donc c'est ce qu'on appelle le paléolithique ancien et moyen. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une aversion pour le terme paléolithique inférieur et de l'autre côté, paléolithique supérieur. Ce paléolithique n'est pas inférieur, il est plus ancien. Le qualifier d'inférieur, c'est assez désobligeant pour ces premiers hommes qui vivaient voilà, il y a 1 million d'années. Ils n'étaient pas inférieurs, ils étaient des hommes d'il y a 1 million d'années avec un niveau intellectuel, cognitif, technique de ces populations d'1 million d'années. Ils n'étaient en rien inférieurs probablement à d'autres qui leur succéderont. Donc moi je préfère qualifier de ancien, moyen, récent, et on est quelques-uns à maintenant s'imposer cet exercice, pour changer un petit peu ce vocabulaire du XXe siècle et passer au XXIe siècle en parlant d'ancien, moyen, de récent. C'est un petit peu difficile parce qu'on a tellement des habitudes de dire paléosup que remplacer paléosup par paléo-récent, c'est un tout petit peu un effort. Voilà. Évidemment, la frise chronologique est sur la gauche avec, pour les périodes très très anciennes, l'imprécision des dates est telle qu'on raisonne en millions d'années. Donc voilà, 1 c'est 1 million, 0,8 c'est 800 000 ans, 0,6 600 000 ans, etc. jusqu'à 200 000 ans ici. Et après, on va voir sur un second tableau juste la partie haute du tableau. Parce que je tiens également à ne pas comprimer les tableaux chronologiques pour faire apparaître le paléolithique ancien avec une toute petite tranche très très comprimée, parce qu'il y a moins d'informations à mettre dans un tableau, et puis des parties plus récentes qui sont au contraire très dilatées, mais qui sont très courtes dans le temps. Moi j'aime bien garder cette échelle d'appréciation réelle des années qu'on qualifie de calendaire, maintenant les années vraies. Sur le côté, vous avez évidemment les oscillations climatiques avec les glaciaires interglaciaires. Donc ça, c'est, que je ne me trompe pas, ça c'est le premier glaciaire, 2 glaciaires avant le présent, 3 glaciaires avant le présent, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On arrive à une dizaine de glaciaires avant le présent. Et après, on a des oscillations qui sont beaucoup plus courtes et qui ne sont pas forcément qualifiées de glaciaires interglaciaires. Et puis la dernière mention sur ce tableau, on le voit déjà ici, vous le voyez, je lutte également contre les tableaux chronologiques de la préhistoire avec des limites très franches, très nettes, tirées au cordeau à la règle. Non, ça n'existe que dans la tête de ceux qui font les tableaux. Et dans la réalité documentaire, on passe d'une couleur, par exemple le très ancien à l'acheléen, de manière extrêmement progressive, de manière, moi je dis, mosaïquée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des décalages entre certaines régions d'Europe et même certaines régions de France où certains basculements culturels se font de manière précoce ici et en retard là, pour plein de raisons. Et donc, c'est souvent de très très longues périodes de transition qui voient des signes avant-coureurs d'une nouvelle culture, d'une nouvelle période. Et puis après, il y a un seuil où on ne va plus revenir à la période précédente. Et là, tout le monde devient jaune et tout le monde est acheléen en Europe à peu près au même moment. Vers 300 000 ans, il y a plus comment dire, de représentants plus ou moins décalés d'une période précédente. Et vice-versa pour la fin d'une période culturelle. Voilà. Alors, la seconde
Bon voilà, c'était les petites flèches que je voulais commenter, mais je l'ai commenté sans les petites flèches. Donc le second tableau vous présente cette fois-ci, en fait, les derniers 50 000 ans, en gros. Hein. Donc on a tout à fait en bas du tableau la fin du phénomène néandertal, que j'ai très peu décrit sur la diapo précédente. Et puis, à partir d'ici, on a un basculement. Et là, on rentre dans ce que je vous propose, au moins ce soir, faites-moi plaisir juste ce soir, d'appeler le paléolithique récent, donc avec le châtel-péronnien, l'aurignacien, gravétien, solutréen, badgoulien, magdalénien. Alors là, vous le voyez, il y a un petit peu moins d'astuces graphiques entre deux technocomplexes, deux cultures, parce que pour ne pas surcharger non plus et que ça devienne complètement illisible. Mais en fait, si on était très précis avec nous-mêmes, on devrait à nouveau proposer des choses assez nuancées, en tout cas pour certains basculements. Et vous le voyez, c'est quand même un petit peu atténué. On a fait très attention graphiquement. Par exemple, le basculement aurignacien-gravétien, à partir de quand on n'est plus aurignacien, à partir de quand on va devenir gravétien, ça reste un débat qui a 3 ou 4 spécialistes en France qui s'évertuent d'essayer de comprendre ces périodes de transition. Et c'est pour ça que j'ai mis des petites nuances de couleurs. Après, voilà. Donc sur la droite, vous avez les numéros des chapitres, en gros. Et comme vous le voyez, il y a 2 petites pastilles qui restent sans numéro, parce que bon, l'éditeur a quand même ses limites dans sa capacité à accepter les folies de l'auteur. Et c'est vrai que c'était peut-être un petit peu exagéré de rajouter un chapitre entier. Pour moi, c'est légitime, et je le fais en cours de master à Bordeaux, mais de rajouter un chapitre entier uniquement pour le châtel-péronnien ou uniquement pour le badgoulien dans un ouvrage quand même assez généraliste et très grand public. Donc ceux-là restent, voilà, il y a un paléolithique récent initial qui précède un paléolithique récent ancien avec l'aurignacien dans le même chapitre. Et puis là, le badgoulien, il est quand même raccroché au monde magdalénien, mais à chaque fois avec un vrai encart et une cartographie autonome. Voilà. Que dire d'autre? J'ai pas du tout parlé des représentants des espèces. Le genre, c'est toujours le genre Homo, mais les espèces. Ouais, j'aurais peut-être pu dire un mot quand même. Les espèces humaines, là, il y a le premier terme que vous y arrivez, c'est Homo antecessor. Après, on a Heidelbergensis. Après, il y a Néandertal. Et vous le voyez, Néandertal est en grand, en lettres capitales et grasses, parce que là, la documentation, elle est claire et nette, elle est consensuelle. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur paléolithique moyen, en France, en tout cas en France, égale Néandertal. Et puis ici, l'acheléen, le type humain, c'est Homo heidelbergensis. On a quand même quelques sites fameux, voilà. Donc là, ce sont des pré-néandertaliens avec un phénomène qu'on appelle la néandertalisation. C'est pour ça qu'on a la même teinte un petit peu rose-violette là, qui vous montre que ces 2 espèces succèdent dans le temps. Et en fait, on a énormément de mal maintenant. Enfin, c'est pas moi d'ailleurs, c'est les paléanthropologues à distinguer un Heidelbergensis d'un Néandertal. Et là aussi, ça se passe de manière très, très, très nuancée par petites touches. Et voilà, donc en fait, tout ça, c'est le phénomène néandertalisation qui commence à peu près vers 600 000 ans en Europe. Par contre, là, on a antécessor avec très, très peu de reste. La couleur est un peu différente. Et parfois même, c'est Homo sp non précisé parce qu'il y a très peu d'éléments pour le positionner sur les phylogénies. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Et sur la partie gauche, là, vous avez des repères qui sont un petit peu ceux de 2018. Sont apparus sur les tableaux les fameux événements de Heinrich, qui sont des coups de froid millénaires qu'on connaît très bien dans les séquences glaciaires et océaniques, et qu'on a de temps à autre dans les séquences continentales. Donc ça, c'est bien de savoir que le Heinrich III, c'est contemporain du Gravétien, ou que le Heinrich I, c'est à la fin du Magdalénien inférieur, transition au Moyen Ancien, etc. Voilà. Et puis, alors
pour terminer, ici, vous avez une petite astuce aussi, si vous êtes vraiment précis et pointilleux. Vous pouvez voir que Châtel-Péronnien est inclus dans Paléolithique récent, parce que la production du Châtel-Péronnien est 100%, et là tout le monde est d'accord, émarge dans le Paléolithique anciennement appelé supérieur. Il n'y a pas de souvenir moustérien dans un outillage châtel-péronnien. Et s'il y en a, c'est qu'il y a eu des mélanges dans des niveaux. Par contre, vous savez, il y a encore un débat sur l'auteur du châtel-péronnien. Moi, je suis d'une majorité de collègues qui, à Bordeaux, pensent que l'auteur du châtel-péronnien est bien un homme moderne. Et un travail récent sur Saint-Césaire a apporté d'excellents arguments à cette hypothèse, mais d'autres, comme Jean-Jacques Hublin par exemple, sont toujours partisans d'accrocher le châtel-péronnien avec un auteur néandertalien. Et donc là, il y a également une petite nuance dans le positionnement de ce technocomplexe. Voilà, donc on va feuilleter ensemble les chapitres. Donc premier chapitre, couleur grise, on a aussi beaucoup travaillé les couleurs. Un gris un peu pâle, le gris un peu pâle, c'est pour dire que ce sont des périodes un petit peu difficiles. La documentation est fuyante, elle est un petit peu incomplète. Donc voilà, c'est pas encore une préhistoire très installée. Et puis, il y a beaucoup de points d'interrogation sur beaucoup de cartes, sur beaucoup de tableaux et même sur des diapositives. Parce que c'est une période pour laquelle il y a parfois des débats très vifs, et même presque douloureux parfois, entre certains collègues pour savoir si ça a tel âge, c'est bien l'homme qui a fabriqué ça, est-ce qu'il y avait bien un homme d'ailleurs dans ce site. Et donc il reste pas mal de points d'interrogation. Et le premier, c'est Homo antecessor à Soleillac. Homo antecessor, c'est ce qui est connu en Espagne, mais seulement en Espagne, puisque les restes d'antecessors ne sont connus que dans deux sites espagnols, principalement Grandolina, c'est un des complexes d'Atapuerca. Et logiquement, on peut penser que si on trouvait des restes humains à Soleillac, qui a le même âge que Grandolina, ça devrait être antecessor. Mais on n'en est pas complètement assuré. D'où le point d'interrogation. Alors voilà, ces fameuses cartes, j'espère que vous voyez bien, c'est un tout petit peu pâle, là c'est évidemment une carte qui résume presque un demi-million d'années, même un peu plus, de sites qui sont comme ça réunis sur le même fond de carte, ce qui est un petit peu délirant, avec des petites vignettes pour représenter, pour imager un petit peu les animaux présents, les animaux emblématiques présents dans certains de ces sites. Alors il y a un site qui ressort, là, je vous l'ai déjà mentionné, parce que pour moi c'est le site majeur sur lequel tout le monde est à peu près d'accord quant à son âge et quant à son auteur et quant au statut des outils, c'est Soleillac. Soleillac, c'est à peu près 800 000 ans, entre 600 000 et 800 000 ans, 800 000 ans pour les plus optimistes, 600 000 pour les plus pessimistes. On sait que le matériel ne pose aucun problème. Il est d'ailleurs conservé à quelques centaines de mètres d'ici et on a fait une étude récente avec un collègue de l'INRAP. Et puis la faune est très bien connue également, étudiée par Philippe Foss dans sa thèse. Aucun doute sur Soleillac. Donc ça, Soleillac, tout le monde est d'accord. Après, au-delà de Soleillac, il y a à chaque fois encore... il reste une case du tableau à cocher. Il peut y avoir des outils certains, mais l'âge est un petit peu vacillant, ou alors l'âge est assuré, mais les outils ne sont pas reconnus par l'ensemble des technologues, ou alors l'association entre les outils et la faune n'est pas complètement démontrée, et vous avez comme ça une série de questions qui se déclinent à chaque fois sur la plupart des autres sites, ceux pour lesquels on annonce des âges au-delà du million d'années. Alors, une des questions du livre, c'est y a-t-il des sites à 1 million d'années en France? Ben oui, certainement. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un décalage d'occupation du territoire. Mais en tout cas, pour le moment, la documentation, elle reste encore assez lacunaire, y compris dans des régions comme la nôtre, où il y a finalement assez peu de choses ici sur des âges très, très anciens.
encerclé, en fait, c'est un site qui est en cours d'étude à Lézignan-la-Cèbe, fouillé par une équipe avec Laurence Bourguignon. Et il y a un point d'interrogation parce qu'il y a encore un doute sur un des niveaux de Lézignan-la-Cèbe qui nous est annoncé à 1 750 000 ans. Et l'industrie, il y a plusieurs collègues qui ont été mandatés pour une expertise et qui ne sont pas d'accord avec les auteurs de la fouille. L'association n'est pas totalement démontrée. La faune a bien 1 700 000, mais la faune n'est pas totalement dans le même niveau que les outils, etc. Donc il reste quand même des points d'interrogation sur les îles de la Cèbe. Et puis en fait, il y a beaucoup de sites comme ça, il faut être honnête, hein, il faut pas avoir peur de la vérité. Le Vallonnais, moi, ça fait des décennies que je connais le Vallonnais, je connais bien le site, je connais le matériel. Le Vallonnais, c'est un site dont l'âge nous est maintenant annoncé 1 million d'années. Mais là, c'est l'industrie lithique qui est, à mon avis, discutable par rapport à son association avec cette faune. J'y reviendrai parce qu'il y a une diapo juste derrière. Et puis ici, encerclés, ce sont des groupes de sites qui se sont rajoutés, eux, puisqu'ils ont été découverts depuis une dizaine d'années avec des études et des datations qui sont assez intéressantes. Donc on a bien des sites qui approchent le million d'années dans le centre de la France. Ça, c'est les travaux de Jackie Desprier et Marianne Moncel. Alors, un gros encart sur l'histoire du turnover des faunes à cette période-là. On quitte le monde des faunes très anciennes, un peu archaïques, avec des faunes qu'on a longtemps appelées villafranchiennes. Il paraît qu'on dit de moins en moins ce terme-là. Mais enfin, ce sont des faunes très anciennes qui vont être remplacées progressivement par des faunes qualifiées de modernes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'entre 1 million et 700 000 ans, on va voir progressivement à peu près toutes les lignées, les grands carnivores, les grands herbivores, vont être remplacés par les ancêtres de nos faunes actuelles. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de l'ours, on va voir arriver Ursus deningeri qui va remplacer Ursus etruscus. Et Etruscus, c'est l'ancêtre de la lignée. Et à partir de deningeri, on est parti sur un type d'ours quasiment moderne qui va passer ensuite à Spéléus quelques centaines de milliers d'années plus tard. Mais en tout cas, la lignée est installée sur des faunes dites modernes pour les paléontologues. Et donc ça, c'est important, hein, cette histoire du turnover des faunes, parce que c'est évidemment de très bons candidats aux datations des gisements quand on trouve ces faunes-là associées avec les sites. Alors les cailloux taillés, je vous l'indiquais. Alors ce qui est très intéressant, c'est que, et là il faut lui rendre hommage, Jean-Pierre Texier avait publié dans les années 80, dans un compte-rendu de l'Académie des sciences, un caillou taillé à 2,4 millions ou 3, enfin je ne sais plus. Et le même Jean-Pierre Texier, 15 ans plus tard, a dit non, là il y a eu erreur, on s'est trompé, et il a fait une mise au point. C'est très très rare, moi j'apprécie beaucoup ce genre d'initiative. Il y a également Gerhard Bosinski qui a fait ça pour un site d'Allemagne, en disant non, à cette époque-là on a dit que c'était taillé, je reconnais maintenant ce sont bien des géofacts trouvés dans un niveau naturel, et ce caillou est naturellement entamé par un processus de fragmentation naturelle. Et justement, cette démarche n'est pas complètement aboutie encore au Vallonnais, où on a de très beaux dessins de cailloux taillés, mais avec juste 2 ou 3 négatifs d'éclat, avec des remontages. Et pour l'équipe, c'est bien taillé, mais quand on connaît le contexte géologique local, on a un poudingue au Vallonnais. Poudingue, c'est des galets qui sont cimentés. Et ce poudingue se démantèle et rentre par l'arrière de la grotte et vient se mêler aux sédiments de la grotte avec de la faune. Et donc, un poudingue, quand ça se démantèle, les galets ils se fracturent, ils se fragmentent. Et ça fait parfois des pièges à cailloux taillés. Donc il reste quand même un sérieux problème avec certains de ces sites, et notamment le Vallonnais. Voilà. Alors par contre, je vous le disais, d'autres sites, il n'y a pas trop de soucis avec des
même si sur une simple diapo comme ça, c'est difficile à expliquer. Mais là, on a un quartz taillé, pratiquement une sorte de pièce bifaciale. Il n'y a pas de problème avec l'origine anthropique de cette pièce. Et cette pièce est bien associée à un niveau qui, géologiquement, et en plus a été daté par des méthodes radiométriques de plus d'1 million d'années. Voilà, ici, alors le premier récit du premier chapitre, c'est chasseur de cerfs, mangeur d'éléphants. Et donc, voilà, vous l'avez compris, hein, mon amour va plutôt pour, en tout cas mon choix, va pour Soleillac, parce que ça a été très bien fouillé. Il y a la thèse de Philippe Foss, le lithique, on le connaît assez bien. Il y a un consensus sur cet ensemble-là. C'était pas facile de choisir un récit pour la période la plus ancienne. Et puis la reconstitution de Homo antecessor, alors un petit peu glabre et un peu bizarre, tout simplement parce que d'abord c'est un adolescent, et après Elisabeth Deynes, qui a fait cette dermoplastie, a souhaité être en liaison avec les paléanthropologues espagnols, a souhaité se détacher d'une reconstitution hyper réaliste, dans la mesure où ils n'ont pas les éléments pour en faire plus, donc on reste sur voilà, une nudité complètement glabre de cet adolescent Homo antecessor, qui a à peu près l'âge de Soleillac. Alors la question, y a-t-il plus ancien que Soleillac? Je vous invite à lire la réponse dans le bouquin, mais vous avez compris que c'était à peu près oui, quoi. Deuxième chapitre, des hommes et des bifaces, parce que à peu près partout dans le monde, à un moment donné, presque partout dans le monde, pas partout, à un moment donné, les hommes commencent à fabriquer des bifaces, et de plus en plus de bifaces, et le monde bifacial va envahir une bonne partie de l'ancien monde, de la planète, mais à des échelles, à des dates différentes. À peu près 1,7 million en Afrique, 1,2 million, 3 en Afrique du Nord, et puis 1,2 million ou 3 aussi au Proche-Orient. Et en Europe, on n'a pas un seul site avant 700 000 ans. Il y a un candidat dans le sud de l'Espagne à 900 000 avec 2 bifaces, mais encore un petit peu à vérifier. Et donc il y a une espèce de décalage chronologique entre l'émergence du phénomène acheléen et la réalité, par exemple, de ce qu'on connaît en Afrique ou dans d'autres régions du monde. Donc on a les diffusionnistes contre ceux qui sont plutôt partisans d'une réinvention du phénomène acheléen à des dates différentes et dans des régions du monde différentes. Moi, je suis un tout petit peu plus proche des diffusionnistes. Alors, la photo, c'était une vue de l'Arago, parce que là, franchement, c'est difficile d'échapper à l'Arago quand on évoque le monde acheléen. Tout simplement parce que c'est le site où on a trouvé des restes humains. Après, le site qui est en caractère gras et qui a droit aux majuscules, c'est Saint-Acheul, puisque c'est le site éponyme. Saint-Acheul, un faubourg d'Amiens qui a donné son nom à l'Acheléen, et c'est une des cultures qu'on rencontre de par le monde, et tout le monde utilise ce terme. Alors vous le voyez, il y a des zones qui sont en jaune où il y a pas mal de sites acheléens avec des concentrations importantes dans le bassin de la Garonne, du Tarn, de la Dordogne, de la Charente. Le littoral méditerranéen, il y a pas mal de sites également. Et puis après, quand on monte dans les latitudes au nord de la Loire, ça commence un petit peu à être clairsemé, à part la région de la Somme, évidemment la région éponyme. Et puis, je ne sais pas si vous le voyez sur la carte, mais il y a pas mal de zones qui sont marquées en hachuré. Et ce hachuré vous indique qu'on a une préhistoire en pointillé, avec des occupations acheléennes de ces zones septentrionales uniquement pendant les phases tempérées de la préhistoire. C'est ce qu'on appelle une préhistoire en pointillé, où on occupe ces régions-là uniquement pendant les interglaciaires ou les débuts glaciaires ou quelques interstades tempérés au milieu entre plusieurs périodes froides. Alors que dans le sud de l'Europe, et le sud de la France notamment, on n'y échappe pas, on a une occupation pérenne et qui est quasiment continue, même si pour ces périodes très anciennes, c'est souvent difficile d'être catégorique. Alors l'acheléen, ici, en fait, il y a 2 récits, un sur un site du Midi et un sur un site du Nord.
Le site du sud, ben, c'est voilà, des Sentinelles en Écorbière, c'est la côte de l'Arago, avec des niveaux d'accumulation très très spectaculaires parce qu'il y a des restes humains au milieu des vestiges qui sont mélangés aux vestiges, et il y a un traitement de ces restes humains qui est à peu près le même que celui de la faune. Donc on a des marques de découpe sur les restes humains à l'Arago. Et puis on a évidemment tellement de restes humains qu'on peut aisément reconstituer ici un crâne avec le crâne Arago 21, la mandibule Arago 13, et puis on a des éléments qui ont été ajoutés provenant de sites à peu près contemporains. Et donc ça, c'est la reconstitution, toujours par la même Elisabeth Dennes, que vous connaissez, de Homo heidelbergensis, visiblement une femme, voilà, avec une marge chronologique assez grande. J'ai pris assez large. Je dis souvent aux étudiants qu'il vaut mieux être large et juste que trop précis et probablement faux. Donc j'ai préféré à chaque fois opter pour des fourchettes de datation assez larges. Donc Keloma-Toutavel, voilà, il n'y a pas photo. On a longtemps parlé d'Erectus. Non, c'est pas Erectus, c'est heidelbergensis. Les anthropologues s'étripent encore sur le sens à donner Erectus. Alors pour certains, c'est un taxon dont on doit réserver l'appellation uniquement au peuplement d'Asie. Et pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué avec un Erectus africain qui sort d'Afrique. Et moi, je ne rentre pas dans ce débat. La production de l'Acheléen, bon voilà, je pense que les préhistoriens qui ont fait un petit peu de prospection connaissent des bifaces, des bifaces, ou si c'est pas des bifaces, ce sont des unifaces, ou alors des hachereaux, ou des très grands éclats accommodés. Et puis là, j'ai le plus possible fait des clins d'œil à l'archéologie préventive, avec ici, par exemple, les travaux d'extension, d'aménagement de l'A380 à Toulouse, où il y a eu plusieurs fouilles sur des sites acheléens, pas très bien datés, mais avec un matériel assez extraordinaire qui nous permet d'avoir une bonne connaissance des productions dans cette région. Et puis là, bon, c'est un biface classique de la Charente. Et l'autre récit, donc je vous disais, un récit pour le sud, un récit pour le nord. La préhistoire paléolithique est souvent coupée en deux. Et donc là, le choix s'est porté sur un des sites de la région de Saint-Acheul, Cagny-l'Épinette. Alors pourquoi l'Épinette? Parce qu'il y a une fouille extensive à l'Épinette, il y a pas mal de faune, la faune est très bien conservée, elle est assez bien datée, c'est le stade 9, c'est plutôt la fin de l'Acheléen. Et ici, vous avez les séquences classiques de Cagny-la-Garenne, alors que le récit porte sur Cagny-l'Épinette. Cagny-la-Garenne, c'est une séquence, c'est une des séquences éponymes. Voilà. Et puis, une des questions, de quand date le feu? Ben, elle est légitime dans ce chapitre-là, parce que c'est à partir de ce moment-là, à peu près partout dans le monde, qu'on va voir les premiers indices de feu. Donc la réponse en France, c'est de quand? Vers 350-400 000 ans. Ménez-Drégan en Bretagne, Terra Mata à Nice. Et si on s'écarte un petit peu de la France, on a des âges un petit peu plus anciens au Proche-Orient. Voilà, troisième chapitre. On avance. Donc ça, je tenais beaucoup à ce titre. On a changé le titre par rapport à la première édition. Néandertal, sa vie, son œuvre. Si vous avez déjà subi une de mes conférences, c'est souvent le titre que j'adopte pour les conférences sur Néandertal, avec une photo en arrière-plan de la Ferracie avant les fouilles de Denis Peyroni. Le grand abri de la Ferracie est en fait masqué par des formations de versants. Alors je ne sais plus si c'est par ici. Il me semble que ça doit être par là. Hein. Ou là, je ne sais plus. Là, je sais que la petite grotte est par là. Là, voilà. Alors là, ça commence à devenir compliqué, hein, parce que faire une carte sur l'ensemble du Paléolithique moyen, avec le nombre de sites qu'il y a en France, c'est un peu une espèce de folie. Donc il a fallu faire des choix. D'ailleurs, il y a une deuxième carte que je ne vous présente pas, qui est consacrée au sol mousselin de type Kina, qui a une cartographie pour lui tout seul, parce que c'est une étude de cas tellement remarquable qui méritait une carte supplémentaire.
Et donc ici, ce qu'il y a à dire sur un coup d'œil, sans détailler, parce que là, il y a beaucoup d'informations, vous le voyez, on a encore une France qui est un petit peu partagée en deux, avec un grand sud-ouest, et ça prend en écharpe le Massif central, le couloir rhodanien, le sud-est, avec énormément de sites, et surtout des sites en sous-abri et en grotte, avec ce petit symbole qui fait référence à des sites en milieu calcaire, Épikarst, Kars, etc. Et puis à partir du moment où on va vers le nord de la France, il y a le dernier ensemble ici, Arcis-sur-Cure, et puis après on n'a plus que des sites de plein air ou à peu près. Et surtout, ils sont sur ce fameux tramé assuré qui vous indique que nous avons, pour cette longue période de temps, nous avons seulement la moitié de la chronique, puisque seulement les sites sont occupés pendant des interglaciaires ou des débuts glaciaires. Alors qu'ici, à nouveau, on a un télescopage chronologique et donc environnemental avec une espèce de préhistoire complètement folle et extrêmement documentée. Voilà. Après, il y a également, on a indiqué par des petites croix les sites avec des sépultures. Regourdeau, La Ferracie, le Moustier, et puis il doit y en avoir d'autres. Saint-Césaire, voilà, j'ai volontairement mis, ça aussi c'est un petit peu un acte de demi-provocation, j'ai mis Saint-Césaire ici parce que pour moi le squelette de Saint-Césaire est attribué à un moustérien néandertalien de l'extrême fin de la chronique, comme ça vient d'être bien démontré par Brad Gravina et collaborateurs. Et puis également un petit crime de lèse-majesté, j'ai mis le Lazaret également sur cette carte du Paléolithique moyen, parce que pour moi le Lazaret c'est un Paléolithique moyen avec quelques bifaces, mais qui rentre dans la variabilité du Paléolithique moyen tel qu'il est maintenant reconnu par la plupart des collègues. Voilà. Alors bon, évidemment, Néandertal, sa vie, son œuvre. Il y a de longues pages que j'ai écrites sur Néandertal, qui ont été relues par Bruno Moreille. Merci Bruno, parce que je voulais avoir le regard et puis une espèce de garde-fou, au moins du relecteur, d'un collègue anthropologue, parce que c'est quand même assez... voilà, il s'agit de bien baliser ces portraits d'anthropobiologie. Bon, maintenant on le connaît très bien, Néandertal, mais il y a plein de questions sur Néandertal. Peut-être la question qui est la plus récurrente maintenant, c'est sa disparition. Donc ça aussi, ça fait l'objet d'une chronique avec toutes les principales hypothèses. Et puis bien entendu, quand on arrive à Néandertal, ce sont les premières sépultures. Et donc là, le récit, c'est l'abri inférieur du Moustier avec les deux sépultures du Moustier. Qui sont évoqués au Musée national, même si ici on a une image de la Ferracie, des découvertes de Peyronie. Après, Néandertal, c'est aussi un chasseur avec des sites d'habitat, de consommation, ce que les Américains ont appelé des kill sites, des butchery sites, où on a des accumulations gigantesques de restes de faune mélangés à de l'outillage. Et voilà, ça c'est aussi un clin d'œil à une partie des sites sur lesquels j'ai investi, le site de Moran qui fait l'objet d'une monographie. Donc il y a un des récits, c'est les grandes chasses de Moran, grandes chasses au bison de Moran. Et puis la vignette là vous montre un site que j'ai fouillé au XXe siècle, quand j'étais un petit peu plus jeune, et qui vient d'être repris d'ailleurs par un doctorant et qui est dans l'Aveyron, où il y a des restes humains, ça c'est les restes humains, mélangés à tout ce qui est gris là, en fait ce sont des vestiges de faune complètement explosés. En noir ce sont les silex et en blanc les pierres dues au démantèlement de la barre rocheuse. Voilà. Alors bon, ça c'est assez classique pour le moustérien. L'outillage qu'on connaît assez bien, il est un peu décrit. Et donc il y a une chronique sur les premiers tailleurs de lames de silex, parce que ça aussi c'est une nouveauté de ces 20-25 dernières années, c'est que Néandertal a également produit des lames, des productions laminaires, qui ne sont pas exactement les mêmes productions laminaires que le paléo récent, mais le concept est là.
Donc ça y est, le pas, il est franchi, on maîtrise la production laminaire. Après, elle n'est pas aussi performante, elle n'est pas aussi sophistiquée, elle est produite à la pierre dure et non pas à la pierre tendre ou au bois de renne, bois de cervidé. Donc c'est pas complètement la même production, mais le concept est acquis. Et puis, les outillages néandertaliens classiques avec ces fameuses pointes, ces fameux racloirs. Une indigence de la production d'outils en matière dure animale. Très peu de choses dans le moustérien. Très, très peu de choses, principalement des retouchoirs pour retoucher les bords des outils. Alors là, on a un grand écart à la fois géographique et documentaire entre une fouille préventive de l'INRAP sur le tracé du Grand Canal Nord-Europe, avec cette fouille incroyablement impressionnante en pyramide inversée pour des raisons de sécurité, des Tricourt-Manoncourt, où on a fouillé des niveaux qui sont, pour les plus bas, qui ont à peu près 300 000 ans, à la transition Acheléen Païtique moyen, et le sommet, il y a des niveaux à 50 000 ans. Là. Et donc ça, voilà, je vous disais qu'à chaque fois, je faisais l'effort d'évoquer des fouilles majeures de l'archéologie préventive, qui sont des formidables réservoirs à documents. Et puis le grand écart, parce qu'ici, là, on arrive chez nous, entre guillemets, en Périgord, dans un contexte de grotte, avec des structures de combustion très spectaculaires, à la grotte 16, fouille Jean-Philippe Rigaud. Et là, on a un télescopage de structures d'un autre genre, qu'on ne trouve d'ailleurs jamais dans le Nord. Alors dans le Nord, ils sont très, très jaloux de nos structures de combustion. Eux, ils ont plutôt des amas de silex, et nous, des structures de combustion ou des niveaux d'accumulation avec de la faune. Voilà, donc c'est évoqué par ces images. Après, un petit récit sur les premiers usages de colorants, qui accompagnent également les premières sépultures. Et puis, donc, la question que je vous indiquais, les néandertaliens seraient de la carte vers 40 000 ans. Quand, comment, pourquoi? Donc là aussi, ça c'est une des parties qui m'a demandé le plus de mal pour coller à l'actualité, et relue par Bruno. On avance, donc là on arrive au paléolithique récent, 4e chapitre. Donc Nouvel Homme, Art Nouveau, le choix s'est porté sur une vue de Chauvet. Ça nous paraît quand même assez logique. Voilà, les Aurignaciens, premiers représentants de l'homme moderne, point d'interrogation. Oui, point d'interrogation, parce que ce sont bien les premiers représentants de l'homme moderne. Ça, les Aurignaciens sont des hommes modernes, c'est les sapiens, c'est pas de souci. Mais les Aurignaciens ont été précédés dans beaucoup de régions d'Europe, et notamment en France. Chez nous, c'est par le Châtel-Peyronien. Donc les Châtel-Peyronniens sont-ils oui ou non des hommes modernes? Donc un jour, je pense qu'on aura la réponse. Mais pour le moment, il y a encore une division dans la profession. Et c'est pareil en Belgique avec le LRJ, c'est pareil en Europe centrale avec tous leurs techno-complexes avec des noms épouvantables, zélétiens, bouniciens et autres. Et c'est pareil dans les Balkans. On a comme ça des moments très courts qui précèdent l'Aurignacien, qui sont des périodes d'instabilité. Moi, je pense que c'est déjà l'homme moderne, mais on a aussi de vrais cas de transition avec probablement des néandertaliens, entre guillemets, attardés. Et je pense en Belgique, ils ont de très bons arguments pour voir un néandertal très très tard dans la chronique. Là, je suis en train de sortir de la France, donc je vais revenir sur l'Hexagone. Alors, 2 cartes. Donc, une carte de Châtel-Perron, avec le Châtel-Peyronien et sa géographie quand même assez comprimée sur un grand sud-ouest qui prend en écharpe le sud de la Bourgogne et puis jusqu'à Ormesson, Fouillancourt par Pierre Baudu. Ça ne franchit pas le Rhône, ça ne va pas dans le Massif central. Par contre, on a du Châtel-Peyronien un tout petit peu en Catalogne, mais surtout le long de la corniche cantabrique, où il y a maintenant 5 ou 6... Il y a 10 ans, on avait un candidat. Et là, depuis, on en a 5 ou 6, dont un très très bien documenté. Voilà. Et puis, il y a l'histoire du Néronien de Ludovic Slima, qui est également évoqué là, sur cette carte, qui est un bon candidat à la transition également. Et là, la carte en vert de l'Aurignacien, des sites aurignациens,
Cette carte est un petit peu plus facile à faire parce qu'on a quand même pas mal de documents. Et vous le voyez, ben, ça ne monte pas tellement au nord, hein. Là, on a encore le groupe d'Arcy-sur-Cure, puis après, on a un site dans les Yvelines. Et puis, ils ont du mal à parler d'Aurignaciens. Alors, on a ici quelques sites, quelques indices, mais ce n'est pas complètement assuré, cette présence de l'Aurignacien au nord de la Seine, alors qu'on en a en Allemagne d'ailleurs. Et là aussi, pratiquement rien sur le Massif central. Les Alpes sont pratiquement exclues de toute la préhistoire paléolithique pour cause d'extension du glacier. Je ne l'ai pas évoqué, mais il est presque toujours là. Quand il n'est pas là, il rabote tout, donc on n'a presque rien sur le milieu alpin, même s'il y a eu des oscillations un peu plus tempérées. Voilà, un grand renne parce que... Alors là, c'est le phénomène des niveaux d'habitat de l'Aurignacien ancien qui a tendance à un petit peu écraser tout le reste. Et cet Aurignacien ancien est systématiquement associé avec du renne, en tout cas dans un grand sud-ouest. Et puis sur les cartes, on commence à distinguer les sites d'habitat avec les grottes ornées ou les abris ornés. Blanchard, Cellier, Castanet sont aussi des abris ornés. Et puis Chauvet, évidemment, Chauvet-Pont d'Arc, l'Aldenne. Voilà, donc on commence à distinguer des catégories de sites. Donc ça, c'est un fond qui n'est pas vert, donc on est plutôt sur le Châtel-Perronien avec ces fameux couteaux pointe de Châtel-Perron, très paléo-récents, parce que c'est les premières productions au débitage tendre, en contexte laminaire. Donc un récit sur les premières parures, parce que là, il n'y a plus photo, il y a quelques parures dans le Paléolithique moyen. Il y en a très très peu. Elles tiennent dans une demi-boîte à chaussures. Alors que pour un seul niveau d'Arcy, on en a 5 fois plus. Donc on a changé quand même. Hein. Ce ne sont pas les Châtel-Perroniens qui inventent la parure, mais ce sont eux qui la généralisent. Et qui la diversifient aussi. Voilà, avec une vue de la grotte du Renne, à Arcy-sur-Cure. L'Aurignacien, scène de la vie quotidienne dans l'Aurignacien du Sud-Ouest. Là, j'ai un peu regroupé plusieurs informations issues de différents sites, le Piage, les abris Caminade, Castanet. J'aurais pu choisir un site d'habitat du plein air fouillé par Jean-Pierre Chadel, mais bon, c'était un petit peu plus facile de travailler sur les abris où la documentation est un petit peu plus complète avec la faune, on a des informations sur l'environnement, etc. Donc voilà, je me suis porté là-dessus. Mais les ateliers ou les occupations de plein air de nos vallées, notamment la Dordogne et le Bergeracois, sont évoqués sur ces diapositives avec Barbastroy et Champarel, avec ces fameuses productions de lames. Là, on a quand même changé de registre. Hein. On n'est plus sur le laminaire du Paléolithique moyen. On a un laminaire très bien maîtrisé, avec des lames relativement costauds, et les fameuses productions de petites lamelles qui sont de si bons marqueurs de la chronologie de l'Aurignacien et qui donc dialoguent, on va dire, avec l'évolution des amatures de Saguet, principalement bois de Rennes chez nous. Alors j'ai demandé à Luc Doyon qui a fait sa thèse sur les Saguets à basse fendue une photo et il m'a envoyé une photo d'un site de Catalogne. Bon, je me suis dit, la Catalogne, c'est presque... Donc la meilleure photo était celle de l'Arbreda en Catalogne. Donc voilà, je me suis autorisé de temps à autre une petite annexion suisse, catalane ou belge. Parce que ces frontières contemporaines sont quand même un peu contraignantes. Alors l'Aurignacien, une affaire de Saguet ou de Lamelle, voilà, c'est un petit... La réponse est dans la question, hein. Pour serrer l'Aurignacien, il suffit de regarder ses lamelles, encore plus que ses saguets, probablement. En tout cas, c'est ce que mes collègues qui travaillent sur l'Aurignacien me disent. Donc moi, je les crois. La fouille, une grande fouille de plein air, près de Béziers, c'est le François Bon, à Régismont-le-Haut, avec des structures de combustion assez spectaculaires. La parure, on revient à Arcy-sur-Cure. Hein. Arcy-sur-Cure, il y a quand même des séries assez fameuses. Travail de l'ivoire, c'est la première fois qu'on va travailler l'ivoire. Toujours la parure qu'on décline. Et puis ces grands objets encochés, crantés, des sites pyrénéens ou du Piémont pyrénéen. Après, quelle sépulture pour les Aurignacien ? Ça, c'est une vraie question parce que nous n'avons pas de sépulture de cette période-là.
Donc 9000 ans d'Aurignaciens sans sépulture. Donc que faisaient les Aurignaciens de leurs défunts? Et bien là, on ne peut quasiment pas répondre. Hein. Enfin, on est quelques-uns finalement à penser que les méthodes d'inhumation ou de traitement des corps étaient telles qu'ils n'ont pas pu résister à l'archéologie, parce qu'on aurait trouvé une sépulture. On n'arrive pas à croire que sur toute l'Europe aurignacienne, on ait 0 sépulture. Alors que vous allez le voir, pour le chapitre suivant, on en a une 50aine. Bon voilà, c'est une des questions qui est traitée. Et puis évidemment, l'art aurignacien, donc là c'est le choc quand même très très violent, puisque de presque rien, on passe d'un seul coup à Chauvet, avec ces chefs-d'œuvre voilà, de l'histoire de l'art de l'humanité. Et là, le récit porte sur le panneau du Mégacéros, qui n'est peut-être pas le plus connu de Chauvet, mais qui est un des plus instructifs, parce que sur ce panneau, il y a les ours, une première phase d'appropriation avec les hommes, puis retour des ours qui vont griffer les premiers dessins, puis les hommes reviennent et dessinent un Mégacéros, et je ne sais plus quoi, il y a un cervidé derrière. Et donc tout ça a été très bien décrit, et donc je suis parti de cette étude monographique du panneau du Mégacéros pour proposer un petit récit. Et puis bien sûr, il y a les abris ici de la Ferracie, Castanès, Hélier qui sont illustrés. 5e chapitre, on avance, Vénus et Pochoir, avec une vue des abris de la Beune, je pense, ou c'est la Beune. Je ne suis pas l'auteur de la photo, il me semble que c'est la petite Beune. Vénus et Pochoir, bon, ceux qui connaissent le Gravétien font le rapprochement. Alors là, l'auteur, contrairement, on a volontairement mis ici dans le chapitre gravétien plutôt que dans l'auregnacien une reconstitution, puisque là, contrairement à l'auregnacien, la chronique anthropologique est extrêmement riche, avec plein de sépultures, et donc ça, c'est la reconstitution d'Elisabeth Dénès à partir de l'abri Pateau. J'adore cette reconstitution parce qu'au moins on a... c'est une femme moderne, on voit bien que c'est une femme moderne. Elle a le teint légèrement allé, basané. Ben pourquoi? Parce qu'on est encore assez proche de la dernière sortie d'Afrique. Et la dernière sortie d'Afrique, elle n'a que 8-9 000 ans par rapport à Madame Pateau. Donc on peut peut-être encore avoir des populations qui ont le teint un petit peu allé, contrairement aux Néandertaliens qui avaient le teint très très clair. Ça, on le sait par la génétique maintenant. Et puis surtout, voilà, elle est décemment habillée, elle est chaussée, elle a un petit peu de parure. Bon, elle est maquillée, mais ça c'est, je ne sais pas qui a été le conseil pour le maquillage. Alors la carte du Gravétien, on commence à avoir une France qui est vraiment bloquée sur un très très grand sud-ouest, qui continue à contourner le Massif central. Il y a quand même quelques téméraires qui rentrent par les grandes vallées de l'Allier et de la Loire. Et on a des sites jusqu'au Blot, là, le Cire, fouillé par un de nos collègues du ministère de la Culture. Et puis on a un ensemble toujours autour du sud de la Bourgogne, sud de bassin parisien. Et là, vous le voyez, il y a quelques Gravétiens téméraires qui sont montés assez haut en latitude. À Renancourt, à Vrincourt. Ce sont des fouilles récentes par des collègues de l'INRAP en général, sur des sites inédits qui ont été découverts il y a une dizaine d'années. Il y a moins d'une dizaine d'années. Les Gros-Tournés, Cosquer, bien sûr, parce qu'il y a une phase gravétienne à Cosquer, Cougnac, Pêche-Merle, Roucadour. Alors là, ça tire un petit peu plus sur le Quercy, l'art du Gravétien, Cussac, bien sûr, la Gravette, le site éponyme, en gras. Et puis un piémont pyrénéen qui est aussi assez généreusement présent, Brassempouille bien sûr, et puis là les ensembles de Grimaldi. Et là vous le voyez, le trait de côte est proche de celui du dernier maximum glaciaire. L'extension des glaciers est assez importante. Attention, là aussi le Gravétien c'est 8 à 9 000 ans de préhistoire, donc on a des Gravétiens très très froids, et on a des Gravétiens un tout petit peu plus tempérés, notamment début du Gravétien moyen, où on voit une extension du phénomène. Donc ça, ce sont des cartes qui sont des résumés. Hein.
Alors, au Gravettia, on connaît assez bien son habitat, surtout avec des sites d'Europe centrale, il faut bien le dire. Alors ça, c'est une reconstitution à partir d'un site tchèque, en fait. Mais je pense qu'on aurait à peu près la même chose, à quelques infimes détails près, par rapport à un complexe fouillé par Jean Combier à Villerest, dans la Loire, où on a des très grands habitats de plein air, très complexes, très sophistiqués, à moitié creusés, probablement pour se protéger du froid. Et donc j'ai choisi ce site pour un des récits du Gravettien. Ça, ce sont les armatures, les célèbres armatures à dos, droites comme des i, les gravettes et les micro-gravettes très normées là, du Gravettien. Et les fameuses parures cruciformes des perrugues, dont on a des équivalents dans plusieurs sites du Gravettien final. Donc, ce type de parure existe dans 3 ou 4 sites en France. Et il y a un équivalent à Sungir, près de Moscou, en Russie. Et ils ont exactement le même âge. Et donc, c'est une période pour laquelle on a de forts indices de mouvements, de diffusion d'objets symboliques sur des très très grandes distances. Je ne dis pas que c'est quelqu'un des Perruques qui est allé à Sungir vendre ses perles, mais il y a en tout cas, on voit un mouvement dans un sens ou dans l'autre qui, à un moment donné, fait que probablement un objet qui est symboliquement très très fort se retrouve à l'autre bout de l'Europe au bout de plusieurs générations. Et puis bien sûr, voilà, je ne pouvais pas évidemment ne pas illustrer avec Cussac. Donc les Gravettiens inhument, mais à Cussac, ils n'inhument pas. Dominique Gambier nous l'a bien dit, il dépose des corps, c'est pas une inhumation, une inhumation c'est mettre sous terre. Il dépose des corps dans des bauges ou sur des plateformes de planchers stalagmitiques. Et donc à l'intérieur d'une grotte, jusqu'à 230 mètres de l'entrée, donc c'est quand même un acte très très fort. Voilà, Cussac à nouveau, et puis un des récits, c'est sur les chevaux ponctués de pêche-merle, d'où le titre, voilà, Vénus et Pochoir, parce que Laure Blanchet a très très bien étudié cette frise-là, ce panneau majeur, il est hyper bien étudié par Michel Laure Blanchet, on en connaît son âge, probablement du Gravettien moyen. Donc là, je me suis un petit peu laissé aller à un récit assez précis. Donc un art pariétal, mais aussi un art mobilier ou un art sur bloc avec ces fameuses représentations de l'image de la femme relativement déformée. Bon, l'Aucel, je ne vais pas vous faire à nouveau le récit de l'Aucel, mais cette corne est diversement interprétée. C'est intéressant de voir que cette image de la femme, elle existe dans le registre pariétal, de l'art sur bloc et de l'art mobilier, y compris jusqu'à des micro-objets certainement voués à être portés en pendentif, parce que la plupart sont percés. Et ça, c'est une découverte récente sur un site nouveau, Renancourt dans la Somme, où on a une série de statuettes sculptées dans du calcaire crayeux. Et c'est une des plus récentes du Gravettien. On arrive au chapitre 6, les maîtres de la pierre. Voilà, c'est un clin d'œil au solutréen. Alors là, il y a aussi un petit message caché, les maîtres de la pierre, et j'ai choisi une image de Cosquer. Donc c'est un petit peu ambivalent. Cosquer, on est contemporain du solutréen, mais vraisemblablement, c'est pas les artistes de Cosquer n'avaient pas un passeport solutréen, parce que nous sommes de l'autre côté du Rhône. Ah, excusez-moi, la carte a disparu. Ah, la carte a disparu. Ah, il n'y a pas la carte. Ah, c'est bien dommage. Tiens. J'ai le temps de vous trouver la carte ou c'est trop tard? Non? Bon, c'est dommage parce que le solutréen, la carte est très très particulière. On a une France un petit peu coupée en deux au niveau du Rhône, et le solutréen n'existe qu'à l'ouest du Rhône. Et donc côté est, on a d'autres formes de culture qu'on appelle épigravétienne, et Cosquer est dans ce monde-là un petit peu italique.
Et ça, c'est bien de le rappeler de temps à autre. Les préhistoriens qui travaillent en Provence nous le rappellent quand on l'oublie. Alors le récit du Solutrin, là, j'avais pas énormément de choix parce que très peu de sites ont été fouillés, mais le choix est, je pense, très très heureux parce que c'est un site qui regorge d'informations, malheureusement assez partiellement publiées, mais incroyablement précis dans sa chronique. C'est Compsonnière, fouille Jean-Michel Geneste et collaborateurs. Donc c'est intéressant de voir comment un groupe, une population s'adapte à un milieu qui est extrêmement dur environnementalement parlant, puisqu'on est en plein pléniglaciaire, une des périodes les plus froides des 50 derniers millénaires. Une allusion aux travaux de Michel Brenet, pas loin d'ici, près de Périgueux, à Boulazac, avec la fouille d'un site de plein air, pour une fois, Landry. Et puis les travaux de Thierry Aubry sur le site Solutrin du près du Grand Pressigny, des métros, où on a maintenant pas mal d'informations sur la chaîne opératoire de production de ces grandes feuilles de laurier. Comme pour l'Auregnacien, aucune sépulture. Ça, c'est un vrai problème aussi pour le Solutrin. On n'a pratiquement aucun indice de sépulture, en tout cas vérifié. On a quelques restes humains, mais pas de sépulture. Une des raisons évoquées, c'est qu'on est en période très très froide, et pendant les périodes pléniglaciaires, on le sait, certaines populations qui vivent dans des climats, des environnements hyper froids, ont un peu de mal à pratiquer l'inhumation, tout simplement parce qu'il y a un pergélisol, et que techniquement, pour faire un trou dans un pergélisol, c'est pas très facile. Donc on peut trouver d'autres modes de redéploiement des corps que l'inhumation. C'est une des explications possibles. Voilà. Puis les solutréens, on a évidemment les premiers bas-reliefs d'importance majeure, le Fourneau du Diable, ici en Dordogne, dans le nord Dordogne. La découverte à Landry de plaquettes de schiste, il me semble, c'est du schiste, je ne sais plus, gravées avec des gravures très très fines qui apparaissent peut-être assez mal sur l'écran, mais qui sont assez intéressantes. Et puis, évidemment, il y a pour le Solutrin se pose la question de l'arrivée dans le débat, dans le chapitre où faut-il mettre Lascaux. Vous savez que c'est toujours tiraillé entre un Lascaux dont la plupart de ceux qui ont étudié l'art de Lascaux considèrent que d'un point de vue thématique, technique, surtout technique d'ailleurs, technique, on est très très proche des canons, et puis stylistique évidemment, une apparition encore un peu timide de la perspective, on est très très proche des canons du monde gravéto-solutréen. Et par contre, il faut bien reconnaître qu'au niveau des vestiges découverts dans Lascaux, la totalité des vestiges sont attribués et attribuables à peut-être une exception près, provenant du puits, du Magdalénien inférieur. Donc on a une présence archéologique au sol qui est incroyablement magdalénien inférieur, et sur les murs, on a des peintures qui sont pour une majorité, mais pas la totalité. Par exemple, Denis Vialot se range côté magdalénien, mais Norbert Roujoula était plutôt solutréen, et puis la plupart de ceux qui l'ont précédé avaient quand même une tendance à mettre Lascaux dans un cycle qui précède clairement le monde magdalénien. Donc la question est toujours débattue. Donc on arrive au chapitre, voilà une transition facile, on arrive au chapitre, alors lui il n'a pas changé d'intitulé, on l'avait déjà appelé dans la première version Le peuple des artistes. C'est Eric qui m'avait suggéré ce titre, merci Eric, très bien trouvé. Alors cette fois-ci la carte regroupe à la fois le badgoulien et le magdalénien. Et donc le badgoulien apparaît en violet un petit peu plus fort, me semble-t-il. Donc on a un badgoulien qui est très très circonscrit. Le badgoulien, c'est une extension qui est vraiment très très limitée, qui monte un tout petit peu dans le sud du bassin parisien. Et il y a quelques sites en Puy-de-Dôme, Haute-Loire, mais le badgoulien ne va pas sur la Méditerranée. On ne connaît pas de badgoulien dans le Languedoc oriental. Il ne franchit pas le Rhône,
et il ne franchit pas la Seine et encore moins le reste du nord-est de l'Europe. Donc c'est voilà, c'est très 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 comprimé. Par contre, on a du Bas-de-Goulien le long de la corniche cantabrique. Enfin, en tout cas, au moins jusqu'au Pays Basque, voilà, ça c'est ce que m'a dit Sylvain Ducasse. Et le magdalénien prend probablement l'origine du magdalénien est quelque part entre le nord de l'Espagne et le sud-ouest de la France. Jusque-là, on ne prend pas un grand risque. Le magdalénien ancien ou inférieur. Et après, le moyen ancien, on le voit qui commence à sortir de ce grand sud-ouest. Et on a du moyen ancien ou du moyen récent qui arrive dans le sud du Jura. Et après, le magdalénien récent arrive dans le bassin parisien. Et après, peut-être vous le savez, on en a en Suisse. Il franchit le Rhin et il va jusque dans le sud de la Pologne. Donc là, c'est très intéressant de voir sortir ce magdalénien de son sud-ouest d'origine. Évidemment, le magdalénien, c'est pratiquement synonyme de Rennes, que ce soit pour le récent ou le moyen ancien ou le moyen récent, avec quand même l'arrivée des mésophones, avec les oiseaux, les poissons, la pêche. Là, ce sont des éléments qui arrivent dans la chronique de consommation du milieu animal seulement assez tard, hein, plutôt avec le Tardiglaciaire. Alors voilà, l'encart sur le Bas-de-Goulien. J'ai choisi comme illustration le galet gravé de l'abri du Cuzou la Verse, fouille Jean-Claude et Jean-Pierre Giraud. Pourquoi ? Parce que ce Bas-de-Goulien est incroyablement différent du monde magdalénien dans son registre technique, outillage, que ce soit silex ou matière dure animale. Ça, c'est terriblement différent. Mais il y a quelque chose qui est un signe avant-coureur du monde magdalénien, c'est le peu de représentation graphique qu'on a. On porte les germes de ce que sont les mêmes représentants. On a les mêmes pour le magdalénien inférieur. Et ça, c'est assez intéressant parce que ces décalages entre un monde symbolique graphique qui a l'air un peu en avance sur le monde technique et technologique est de plus en plus constaté pour ces périodes de basculement de culture. Voilà, après le magdalénien, alors là, c'est presque un jeu d'enfant de trouver un site pour faire une chronique sur les habitats. Bon, évidemment, plutôt choisir un habitat du bassin parisien. Donc j'avais le choix entre me fâcher avec ceux d'Étiole si je prenais un récit de Pincevent ou me fâcher avec ceux de Pincevent si je prenais un récit d'Étiole. Je suis fidèle à mes origines, j'ai été élevé à Étiole, donc j'ai fouillé à Étiole. J'ai appris une partie de la préhistoire à Étiole, donc j'ai choisi ce site-là. Mais je l'ai illustré par la reconstitution de Pincevent, une des reconstitutions de Pincevent due à un artiste tchèque. J'adore ces représentations-là. Et là, il y a énormément de choses à dire. Le récit, il est très très précis sur ses occupations et la manière dont la société se hiérarchise au magdalénien. Et puis évidemment, le magdalénien, c'est un art à profusion. On a l'impression qu'ils investissent tous les supports pour les décorer. Alors ça, c'est plutôt évidemment dans le sud-ouest qu'on voit ça, et encore peut-être encore un peu plus dans les Pyrénées, et encore plus peut-être dans les Pyrénées centrales ou occidentales, où on a une espèce on a l'impression de tout décorer les objets du quotidien. Et avec évidemment un choix cornélien pour isoler quelques pièces majeures de l'art magdalénien. Donc forcément, le bison de la Madeleine, ça paraissait un peu s'imposer. Et puis un relevé de Gilles Tosello sur les grandes plaques gravées de la Madeleine, avec ces palimpsestes de dessins là, qui s'enchevêtrent. Cet art très figuratif, naturaliste, qu'on connaît bien maintenant. Il y a eu beaucoup de travaux sur l'art du magdalénien, bien sûr. Art mobilier, art pariétal, avec une palette technique assez impressionnante. Et c'est bien de voir ces trois bisons représentés avec des techniques différentes, du Périgord au monde pyrénéen et ariégeois, avec ici c'est de la bichromie. Voilà, les bisons de fond de gomme. Ici, on est dans de l'art du dessin. C'est pas de la peinture, c'est un dessin fait au fusain, en noir, avec des profils absolus, mais
quand même très magdalénien, où on a l'effet de perspective, que ce soit à Font-de-Gaume ou à Niaux. Et puis ces modelages qui n'ont pas d'équivalent, sauf dans les 4 grottes ariégeoises ou de Haute-Garonne. Quoique, on a trouvé une grotte avec un modelage dans un site du Pays Basque espagnol l'année dernière. Voilà. Et le récit porte sur... j'ai hésité, mais finalement j'ai choisi La Vache, parce que La Vache, c'est le site d'habitat qui pourrait correspondre, qui est peut-être en liaison avec une partie du décor de Niaux. Donc pour une fois, on a peut-être le site qui est à mettre en parallèle avec un site sanctuaire et le site d'habitat qui est presque juste en face. Voilà. Le Magdalénien et la mort. Il y a énormément de restes humains dans le Magdalénien, des restes humains très malmenés, avec énormément de traces de découpe, beaucoup d'éléments de sépultures secondaires, mais aussi des sépultures primaires. Il y en a pas mal. Elles ont été revérifiées. Dominique-Henri Gambier a fait un travail assez remarquable sur la requalification de ces sépultures qui ont été confirmées au Magdalénien ou retirées du Magdalénien. Entre-temps, on en a trouvé d'autres d'ailleurs. Enfin, d'autres éléments. Et puis... la chronique du Magdalénien s'achève avec la représentation du corps de la femme aussi assez un peu en majesté, mais quand même privée en général de sa tête d'une partie du corps. Il n'y a pas de pied, il y a quand même des choix assez étonnants dans cette image de la femme qui est centrée sur son abdomen et ne parlons pas de ce qui est juste en dessous de l'abdomen, qui est quand même très très appuyé graphiquement. Et on n'a pas de tête, on n'a presque pas de bras, les pieds ont disparu. Donc là, il y a des messages très forts qui passent, et c'est souvent le cas dans l'art, mais avec le Magdalénien, c'est assez constant. Et puis ça se termine par cette représentation schématique, vue de profil, et qui passe à des formes, on peut presque parler d'idéogrammes, ou en tout cas des représentations très schématiques de la fin du Magdalénien. Voilà, l'avant-dernier chapitre qu'on a donc rajouté, c'est ce qu'on a longtemps appelé épipaléolithique, terme qui n'est pratiquement plus utilisé par les collègues qui travaillent sur ces périodes. Donc ils préfèrent parler de paléofinal. Et donc en fait, la seule différence entre ce monde-là et ce qu'on vient de quitter, bien sûr, il y a des différences dans les outillages, les productions laminaires ne sont plus exactement les mêmes, les armatures ne sont pas exactement les mêmes, mais en fait, la vraie différence qui impose la segmentation, c'est que les uns chassaient le renne dans un environnement périglaciaire et les autres vont chasser le cerf dans un environnement qui va être de plus en plus tempéré et qui va finir par se couvrir complètement de forêt. Et c'est ça la seule différence majeure. Tout le reste ne sont que des ajustements technico-culturels ou des choix. Donc qu'est-ce qui a fait qu'on a basculé? Est-ce que c'est l'environnement qui a imposé ce basculement? Ou bon voilà, ça c'est toujours les mêmes débats. Et donc le choix de la photo ici, c'est le mas d'asile. Le mas d'asile parce que paléolithique final, dans le sud-ouest de la France, égale asilien pratiquement tout le temps. Et donc c'était un clin d'œil au mas d'asile, le site éponyme. La carte, alors la carte de ce paléo final, voilà, elle a été créée pour cette nouvelle édition. Il y a toujours pas mal de sites dans le sud-ouest. Ça se peuple un peu quand même. Dans le nord de la France, là, il y a un petit peu plus de sites. Il y en a, pour la première fois, on commence à avoir pas mal d'occupations dans un grand est, là, avec les sites de Franche-Comté, du sud de l'Alsace. Et puis, à force de l'annoncer, ça finit par arriver. Les glaciers ont fini par fondre ou presque... Ils n'ont pas entièrement fondu, mais ils ont retrouvé des zones de très haute montagne. Du coup, les zones de Piémont, de Savoie, Haute-Savoie, Dauphiné sont libres et on a des occupations. Les Magdaléniens avaient commencé, mais avec le paléo final, maintenant, voilà, le domaine alpin montagnard est entièrement disponible.
Et puis, on a toujours cette France-là qui est coupée en deux. Alors, les deux morceaux sont très inéquitables, hein, mais de l'autre côté du Rhône, là, et dans les Alpes du Sud, cette tache rouge vous indique qu'on est plutôt côté italique, puisque là, on parle d'épigravétiens ou de tardigravétiens. En tout cas, ce sont des cultures qui sont proches de celles qu'on a en Italie. Et de l'autre côté du Rhône, on est dans un milieu plutôt atlantique, avec l'asilien ou ces cultures contemporaines. Voilà, et puis il y a quelques sépultures, là, les Iboussières, assez peu connu, mais un site de la Drôme qui a livré pas mal de sépultures de l'asilien moyen. Alors l'asilien, c'est aussi un basculement pour l'art mobilier, à défaut d'art pariétal qui va presque entièrement disparaître. Et c'est intéressant parce que on a, pour l'asilien très ancien, et ça c'est la formidable découverte du rocher de l'Impératrice dans le Finistère, on a un art qui est hyper magdalénien dans sa manière de représenter l'animal, mais avec quelques innovations qu'on n'a jamais vues dans le magdalénien, cette espèce de trait rayonnant comme ça. Donc il y a un fond graphique qui est magdalénien, il y a des innovations, et en même temps, ils produisent un outillage qui n'est pas du tout magdalénien, on est complètement basculé dans le registre technique asilien. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis, les Magdaléniens faisaient des harpons en bois de renne et les Asiliens font des harpons en bois de cerf. Voilà. Et puis les petites lames là, du Dauphiné, sont les lamelles à dos bien soignées et toutes fines du Magdalénien sont devenues des armatures à dos courbe avec l'Asilien ancien. Alors après, dans l'asilien moyen, on a l'effondrement du registre graphique animalier et on passe à ces fameux galets gravés, peints du Mas d'Asile notamment. Bon, j'aurais peut-être pu choisir un autre galet que celui-là. Mais on a donc l'abandon du figuratif pour du géométrique pur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après, dans une troisième phase, en phase d'asilien très très récent, ce qu'on appelle le laborien, on a un retour à l'art animalier, mais comme vous le voyez, cet animal n'est plus du tout celui du magdalénien. On est revenu à des animaux de profil avec une perspective un peu enfantine, un peu chahuté, et puis des espèces de décors du corps qui sont assez étranges, qui ne sont pas du tout ceux du magdalénien. Donc là, il n'y a pas de liaison entre ça et ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cet asilien tardif-là, qu'on appelle le laborien, correspond à l'ultime coup de froid, comme si cet ultime coup de froid, une crise climatique qu'on appelle le Drias récent, refaisait penser à ses occupants que, tiens, il fait froid, je vais me remettre à dessiner des animaux. Alors que j'étais parti dans un milieu tempéré de l'asilien moyen, on avait quitté le registre animalier. Là, il y a un ultime coup de froid, on refait un espèce de grand laminaire laborien et on dessine les animaux, mais du coup, je ne sais plus dessiner les animaux comme les Magdaléniens les faisaient, donc je réinvente d'autres schémas qui sont ceux de mon époque. Voilà. Et puis le récit que j'ai choisi, c'est Mortelle chasse à l'ours dans le Jura. C'est là où je franchis de quelques centaines de mètres la frontière avec la Suisse. Et c'est une étude remarquable, géniale, de Philippe Morel sur la découverte d'une ours femelle lardée de pointe asilienne avec le squelette d'un asilien qui a décédé. Donc les deux se sont entretués. Probablement dans un corps à corps, et c'était assez bien étudié. Du coup, voilà, j'ai raconté ce récit. Voilà, et puis le dernier chapitre, avant d'aller prendre l'apéritif, donc le Mésolithique, entre deux mondes. Entre deux mondes, parce que je viens de vous parler de la chronique du Paléolithique. Et puis derrière, il pourrait y avoir un autre livre sur la proto-histoire, le néolithique. Et on va voir que le mésolithique, il est encore chasseur, cueilleur, collecteur, mais il montre des signes incroyablement précurseurs de ce qui va suivre avec le néolithique. Et en fait, ce qu'on attribue en général au néolithique existe un peu avec des signes avant-coureurs, enfin avec des petites touches d'inventivité dès le mésolithique.
Après, ce qui caractérise le mésolithique, c'est un art en chute libre. Là, je ne peux pas vous présenter d'art mésolithique, sinon ce genre de choses. Il n'y a rien. Les mésolithiques ne représentent pas le monde. Au mieux, ils quadrillent, ils font des zigzags et il y a quelques dessins très très enfantins. Alors, avec le mésolithique, je ne voulais pas mentionner, mais toutes les dates sont en année calendaire avant le présent. Et il y a seulement à partir du mésolithique où je m'autorise à parler de avant Jésus-Christ, tout simplement parce que nos collègues qui travaillent sur le mésolithique appartiennent en général plutôt à la communauté des néolithiciens. Et à partir du néolithique, on peut commencer à parler en avant Jésus-Christ, parce que là, voilà, mettre 6700 avant Jésus-Christ ou 9700 avant Jésus-Christ, c'est recevable. Quand on est dans le paléolithique moyen, parler de Jésus-Christ, moi, ça m'a toujours semblé un petit peu décalé. Et de toute façon, ce sont les paléoclimatologues qui nous ont un petit peu imposé le rythme des années calendaires pour le reste de la préhistoire ancienne. Alors la carte, elle est pas simple parce que le mésolithique, il y en a partout, c'est très très riche. Et puis l'Europe et la France donc commencent à se morceler avec plein de cultures, de faciès culturels suivant les régions. Pour la première fois, on va voir une sorte de régionalisation. Vous le voyez, par exemple, la Bretagne, voilà, ils ont donné un nom au mésolithique breton. La moitié sud est à peu près homogène, regroupée dans un grand ensemble qu'on appelle le sauveterrien. Mais après, il y a des faciès régionaux que je vous épargne, là, montclusien, castelnovien, etc. Et le premier et le second mésolithique sont eux-mêmes subdivisés avec des noms de culture. Donc là, ça devenait assez épouvantable. Ou alors, il aura fallu faire 6 ou 7 cartes. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'espèce de césure qu'il y a toujours entre une grande moitié sud. La Loire est souvent une région de limite, de confins. Et puis le nord, c'est une autre couleur. Et en fait, la Loire, le monde ligérien, là, c'est un peu une zone intermédiaire entre un nord qui appartient déjà à autre chose, un monde un petit peu germanique où on a des choses qui sont partagées avec la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, et puis la moitié sud qui est souvent accrochée, soit pour son sud-est au monde du nord de l'Italie, et le sud-ouest est évidemment plutôt cantabrique ou catalan. Et les Catalans parlent de sauveterrien. On a aussi des faciès qui sont assez proches sur la côte cantabrique. Voilà. Après, il y a des choses qui sont apparues comme les premières pirogues. Les premières pirogues qui sont découvertes dans les lits des cours d'eau, ici la Seine, mais il y en a aussi dans la Charente. Et puis la grande nouveauté, c'est que arrive sur la carte la Corse. Pour la première fois, il y a un peuplement en Corse. Il faut attendre le Mésolithique pour voir arriver des populations par voie maritime jusqu'en Corse, avec le Mésolithique ancien. La Corse n'a jamais été rattachée au continent, mais la Corse, et on la voit depuis les archipels toscans, on peut aller en Corse assez facilement. Assez curieusement, il a fallu attendre le Mésolithique pour voir un groupe s'y installer. Le Mésolithique, bien sûr, c'est non pas l'invention de l'arc, mais la généralisation de l'arc. Parce que l'arc a pu être inventé bien avant. Peut-être que l'invention ne s'est pas perdue, ou alors elle n'a pas été complètement généralisée dans son adoption. Mais les mésolithiques, eux, c'est systématique la chasse à l'arc et l'utilisation de l'arc. Et ça, c'est très important parce que du coup, on prend moins de risques par rapport au contact avec le milieu animal. On peut aller à la chasse seul, chasse individuelle, au lieu d'avoir des chasses collectives qui mobilisent une dizaine de personnes. Et puis, miniaturisation des armatures qui vont devenir microlithiques et géométriques avec les fameuses armatures méso. Et puis, les mésolithiques sont également les premiers à utiliser des espèces de gaines de hache, à polir un petit peu la pierre. Donc les premières pierres polies, en tout cas en France, apparaissent dans le mésolithique et non pas dans le néolithique. Ça, c'est peu connu. Et puis là, il est marqué « Ultime chasseur, cueilleur, collecteur en voie de sédentarisation ». Parce qu'on a des indices très très forts sur des sites, là, notamment dans l'ouest de la France. Ici, là, les grands sites qui sont actuellement fouillés par les équipes du laboratoire de Rennes, sur le littoral du Morbihan notamment, montrent une très forte sédentarisation
Et cette sédentarisation, on le voit par les sépultures, on le voit par les habitats, avec un mode de vie qui est complètement inféodé au milieu littoral et marin. Ça, c'est assez intéressant. On n'avait pas ça jusqu'à présent dans le Paléolithique. Et ça transparaît dans les types d'habitats et d'occupation humaine. Une reconquête complète du milieu de la montagne, mais de la haute montagne. Donc voilà, tout est maintenant acquis. Et les premières embarcations, alors ça c'est une pirogue dans un état de reconstitution un peu muséo, celle du musée de Nemours. La première pirogue qui a été trouvée en France dans le Mésolithique, celle de Noyon-sur-Seine. Voilà, c'est pas une barre de chocolat qui a pris le soleil, c'est une pirogue. Voilà, la dernière diapo de cette présentation, c'est le Mésolithique et la mort. Et là aussi, que des signes avant-coureurs d'un changement de société. On a des sépultures de plus en plus complexes, avec ce qu'on appelle des pierres de signalement ou des immenses ramures de cerf qui viennent recouvrir les sépultures. On n'avait jamais découvert ça auparavant. On a des individus groupés par 2, 3, 4, 5. On commence à avoir des sépultures plurielles. C'est pas encore collectif, c'est pluriel. Et puis on a des sépultures secondaires, c'est-à-dire qu'on ensevelit, on inhume, on réouvre après la sépulture et on emprunte seulement les crânes, les os longs et on les redépose dans un second lieu, ce qu'on appelle les sépultures secondaires. Ben, tout ça, en fait, les néolithiques, l'âge du bronze va pratiquer ça. Et ce sont les mésos, et notamment le second mésolithique, qui va entamer cette espèce de changement du monde funéraire, du monde sépulcral. Et donc, le choix du dernier récit, c'est la double sépulture de Théviec. Moi, j'avais été assez séduit par une exposition qui avait eu lieu au Muséum de Toulouse et qui était très très bien faite, avec un très beau catalogue. Et puis, dans la première version, il y a un récit sur cette sépulture où sont décrits 2 femmes qui portent des blessures mortelles au crâne. Et pour la seconde, elle a une vertèbre qui est percée par une pointe de flèche. Et en fait, il y avait des problèmes d'interprétation par rapport à cette découverte, cette reconstitution. C'est une fouille assez ancienne des années 30. Et les archéo-anthropologues sont revenus sur Théviec, en tout cas sur le matériel, ont expliqué que ce n'étaient pas des jeunes femmes, mais bien des hommes. Et ça tombait bien, parce que le type de parure associée était plutôt des parures masculines. Ça tombait bien aussi par rapport aux blessures mortelles, parce que voilà, s'il y a des combats, c'est plutôt dans ces sociétés le fait des hommes. Et c'est intéressant de constater que ces premiers signes de la violence archéologique arrivent avec le Mésolithique récent. Et malheureusement, c'est un peu le début de la fin. Voilà, je vous remercie.